groupe Expertise et Action pour le Développement a organisé à Dakar un atelier de restitution et validation du rapport sur le contexte Covid-19, réforme et relance économique. L'essentiel, c'est que je pense que nous arrivions à des résultats concrets et que l'un des présentateurs principaux, notamment le magistrat Hassan Sek, est là. Il fera sa présentation globale. Donc, je voudrais dans un premier temps donc, donner la parole à notre frère Hassan Sek, qui est magistrat et qui va nous faire sa présentation. N'étant pas économiste, j'ai essayé de faire des indications pour une introduction. J'ai tracé ce qui pourrait être les grandes orientations de cette introduction-là, mais en étant chaque fois illustration. Par exemple, j'ai eu dans l'idée qu'on pourrait commencer par évoquer le PSE. C'est un rapport qui est destiné à l'autorité, donc il faut une approche également marketing. Ils disent que la mise en œuvre de la première phase du PSE, à travers les réformes et projets structurants, a permis d'enregistrer des résultats, des performances appréciables en termes de croissance économique. Et on essaie d'illustrer. Mais dans un deuxième temps, ce qui est le cœur de notre propos, on dit, cependant, le diagnostic fait à l'exécution, à l'issue de l'exécution de la première phase du PSE, a révélé des points possibles d'amélioration. On illustre. Et là, on s'oriente vraiment dans ce qui est notre sujet. Il s'agit que ce diagnostic, l'avènement de la crise sanitaire qui a affecté, la crise sanitaire du Covid-19 qui a affecté la dynamique de croissance de l'économie sénégalaise dans les domaines suivants, etc. Maintenant, c'est tirant les leçons de la première phase d'exécution du PSE, mais aussi en voulant transformer la crise sanitaire en opportunité de faire que le plan d'action PAP 2A, parce qu'il faut placer notre intervention dans le cadrage de politique de l'État. Lui dit que notre intervention, nous le faisons comme une sorte de contribution à l'exécution du PAP 2A. Donc le présent document se place dans la perspective d'une contribution à l'exécution du plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré. Et cible pour ce faire plusieurs axes. Chacun des axes correspond en réalité à un article, à l'un des articles, il y en a 6, dit faire des contrats de PPP des instruments privilégiés d'exécution des projets de l'État. C'est en référence avec l'article de Tcherno, dans lequel il est proposé un certain nombre de modifications, d'ajustements contractuels nous permettant de surmonter des événements comme le Covid-19 qui affectent quand même l'exécution de ces contrats-là. Deuxièmement, renforcer les efforts de rationalisation de la politique d'endettement. Alors sur cette question-là, j'ai vu que la tonalité de l'article était extrêmement critique. Et je me suis souvenu de propos du chef de l'État il y a un mois de cela, disant qu'il assumait une certaine politique consistant à ne pas se laisser limiter par les plafonds d'endettement conventionnels. Et je dis sur cette question-là, si vous voulez lui faire des propositions, il faut entrer dans son logiciel. Si nous voulons faire une réflexion indépendante et libre qui sera publiée au public, je pense que nous pourrons nous permettre d'être extrêmement critiques et d'aller à l'encontre de ce qu'il dit. Mais si vous lui présentez un rapport sur des propositions, vous ne pouvez pas l'inviter à aller dans un sens dans lequel il a déjà fixé son arbitrage et son cap. C'est pour ça que je dis poursuivre les efforts de rationalisation de la politique d'endettement, tout en sachant que le contenu de l'article, c'est une invite à faire attention, à respecter les règles qui sont dégagées au niveau communautaire et le cadre également national sur la politique d'endettement. L'autre point, c'est poursuivre l'accompagnement multiforme fait aux entreprises locales. Donc je pense qu'il y a un article aussi qui est consacré aux stratégies d'adaptation et qui incite également l'État à continuer les efforts menés dans le sens d'aider les entreprises à surmonter les effets de la crise. Enfin, il y a, pas enfin, mais en avant-dernier article, il y a un point sur les chaînes de valeur agricoles. Donc, j'ai mis pour cet axe-là, opérationnaliser les chaînes de valeur agricoles. C'est une suggestion. Et on termine par l'article de Maître Babou, qui a été pris en charge dans un axe dénommé « Repenser la politique de prise en charge sanitaire et sociale ». Il propose des voies et moyens pour l'État d'assurer une meilleure couverture sociale et médicale avec un système d'assurance maladie assez perfectionné et qui viserait non pas ceux qui ont un emploi formel, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas dans le circuit formel. Le numérique, l'emploi et les facteurs induits sur la croissance. Donc, le deuxième article, c'est concernant la réforme obligatoire de notre système de santé. Donc, par rapport au numérique, bon, vous avez tous vu avec ce nouveau contexte
qu'il y a un paradigme qui a changé. Donc, on n'avait jamais envisagé d'appréhender le télétravail comme une mesure de protection sanitaire. Donc, comme le ferait, par exemple, en temps de guerre, une sorte de stratégie de retranchement derrière, parce qu'à un moment donné, la population, tout le monde avait eu peur. Même pour aller croiser votre collègue, le saluer, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme. Nous sommes obligés de changer notre moteur de travail. Et je suis heureux d'apprendre par l'intermédiaire de notre grand magistrat Assane Seck qu'il y a un groupe de travail sur la réforme du Code du travail concernant le télétravail. Aujourd'hui, le Sénégal, est-ce que le Sénégal était prêt pour faire face à cette pandémie, pour faire effectivement tourner la production économique, parce qu'on a envisagé de confiner le Sénégal. On a fait de couvre-feu, etc. Donc ça, c'est des moindres mal, quoi. Mais envisager le numérique comme une sorte de solution face, par exemple, à une attaque du virus, parce qu'aujourd'hui, il faudra quand même que cette situation nous surprend la prochaine fois. Alors, j'essaie d'extraire des recommandations que je vais vous lire. Alors, première recommandation, veiller au respect des fondements juridiques et institutionnels nationaux et sous-régionaux comme socle d'une bonne politique de gestion de la dette publique. Ces instruments juridiques permettent de contrôler et d'évaluer des politiques gouvernementales en matière d'endettement et procéder à des comparaisons. Donc c'est une formulation assez neutre, mais qui rappelle quand même l'obligation d'avoir une démarche prudentielle. Deuxième recommandation, bon, c'est une recommandation assez technique, peut-être on pourrait reformuler. Pour maîtriser sa dette et les risques qui lui sont liés en menant une politique de réduction des dépenses résolue, en renforçant la simplicité. Donc maîtriser la dette et les risques qui lui sont liés en menant une politique de dépenses en renforçant la simplicité et l'équité du système fiscal. C'était ça l'idée. Et cela pourrait être obtenu en supprimant un certain nombre de niches fiscales devenues inutiles. Et je pense que sur cette question-là, peut-être il y aurait matière à donner davantage de précision. On a parlé aussi de retour à une forme de bouclier fiscal. Je pense que sur cette question, avec l'apport de Thierno, on peut les reformuler pour être plus précis. Maintenant, recommandation numéro 3, assurer un certain rééquilibrage du taux de détention de la dette publique sénégalaise par les non-résidents en incitant le développement des partenariats publics-privés locaux. Ça, c'est une proposition phare. Quatrième recommandation, obtenir un financement stable et à faible coût qui comble les besoins des ressources des gouvernements. Je pense que sur cette question-là, peut-être que nous aurions besoin d'être plus explicites. C'est des questions assez techniques. Donc, cinquième recommandation, veiller au bon fonctionnement du marché des titres publics, ce qui contribue à garantir la modicité des charges de la dette et sert généralement les intérêts d'un large éventail de participants au marché intérieur. Sixième recommandation, éviter que la réduction de la dette ne soit obtenue par une forte diminution des dépenses ou par un alourdissement du fardeau fiscal. Septième recommandation, étant donné que les impôts futurs sont fonction de la charge de la dette, une modification dans la composition de cette dette nécessite une réforme de la politique d'imposition sur le travail et le capital. Huitième recommandation, substituer rapidement les émissions de dette en devises étrangères par celles en monnaie nationale ou indexées à l'inflation afin de réduire les risques de change. Nous allons maintenant à la quatrième étude sur les chaînes de valeur agricoles proposée par notre collègue. Donc, sa première recommandation, c'est d'accompagner la modernisation des chaînes de valeur et des infrastructures dans le cadre des agropoles. Deuxième recommandation, assister les entreprises pour la conservation, la transformation et la distribution des produits agricoles transformés ou non. Troisième recommandation, développer la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'accès au crédit pour les PME et pour les PME. Alors sur ces recommandations qui pourront être améliorées et autres, je pense qu'il y a un point important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à longueur d'année, les services étatiques produisent eux-mêmes ou reçoivent des dizaines de documents, d'études, d'analyses. Et il faudrait que les analyses que nous proposions ne soient pas redondantes, qu'elles ne donnent pas une impression de déjà vu. À défaut d'être original, au moins que nous donnions l'impression d'être alignés sur ce qu'il y a de mieux et que nous soyons simples. Parce que je sais que c'est des documents qui vont rejoindre d'autres documents encore de même nature. Donc il faudrait que la façon dont nous les présentions soit incitative pour que l'autorité puisse en tenir compte. Et merci beaucoup
Hassan, je pense qu'il a véritablement fait un tour d'horizon complet. Je ne vais pas dire que c'est un PSGE revisité. Bienvenue aussi à notre ami. Donc, mais je pense qu'effectivement, toutes les problématiques sont posées. Il est sûr que le Covid nous a interpellés tous d'une manière ou d'une autre, dans nos manières de travailler, dans nos certitudes, dans notre mobilité. Les réunions se sont faites autrement. Je pense qu'il n'y a aucun secteur qui ne se soit pas réinventé et réadapté. Et qui a fait un peu, je crois, surgir la capacité de résilience qui est au-delà du concept, mais de manière concrète, comment nous avons pu faire face. Les catastrophes étaient annoncées, mais je pense que non seulement d'un point de vue médical, quand je dis médical, je pense à toute la chaîne, mais également du point de vue de la survie des entreprises, du point de vue, j'allais dire, du maintien du pays dans sa stabilité. Je pense que nous avons fait preuve véritablement de capacité de résistance et d'évolution. Et cela, je pense, amène à réfléchir sur un certain nombre de paradigmes nouveaux en termes d'innovation, de numérisation, de télétravail. Je crois que tout ça est contenu dans le texte. Et cela nous interpelle en termes d'organisation pour le présent et pour l'avenir. Il s'agit de faire face. Il s'agit également donc d'anticiper sur toutes les autres crises qui peuvent surgir. Et je pense que si on veut schématiser, peut-être qu'il faudrait partir en un premier point, et Hassan l'a fait, mais pour regrouper, schématiser et synthétiser, aller vers ce que j'appelle la vision et les orientations stratégiques. C'est dans ça où nous pouvons effectivement mettre un ensemble de choses qu'il a dites, qui sont là. C'est juste une question un peu de reformuler les choses et les mettre autrement. Ensuite, une fois que cela est fait dans la vision, c'est de déterminer effectivement comment on consolide et on améliore les fondements et nos acquis. Tout ce qui rentre dans le cadre juridique, notamment l'organisation, le partenariat, les lois, tout cela, rentre dans ça. Et on pourrait même de manière plus large dire que ce sont tous les principes généraux de gouvernance qui sont le socle sur lequel on bâtit. Si on le faisait soit en pyramide, soit je ne sais pas quoi, si c'était une maison, on fait des fondations, c'est ça la base sur laquelle, effectivement, les choses reposent. Et c'est à partir de cette base, comment on fait pour être compétitif. Et la compétitivité, c'est ce que Hassan, dans le rapport, appelle les chaînes de valeur. C'est ce que dans certains plans stratégiques, notamment ceux qu'on connaît et qu'on a pu élaborer dans d'autres pays, qu'on appelle les piliers qui le font, où vous ne pouvez pas, sinon, vous ne pouvez pas être fort dans tout. Il y a des options à prendre. En se disant aujourd'hui, si on prend les exemples, par exemple, des pays comme la Corée, on prend l'exemple de la Corée. Quand la Corée a voulu faire des véhicules, toutes les institutions internationales leur ont dit c'est pas possible, vous allez chez vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de fer, vous n'avez absolument rien, c'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on a des ressources qu'on peut être compétitif dans un domaine déterminé. Ils importent aujourd'hui les Chinois dans le truc du bois, ils viennent en Afrique, ils font des meubles, ils font plein de choses, on achète plein de trucs chinois chacun dans notre maison, on en a en pagaille. Et ils sont arrivés à le faire sans avoir des forêts comme on peut en trouver en Afrique centrale ou ailleurs en Afrique. Donc ce n'est pas parce qu'on a des ressources dans un domaine déterminé qu'on peut être compétitif dans ce domaine. Et aujourd'hui, bon, parce que je suis aussi au courant de ces choses qui se font, j'ai des amis, des gens qui sont en train de travailler sur un certain nombre de choses par rapport à la mise en œuvre du PSE. Tu l'as dit, c'est tout ce qui est agricole, c'est ce qu'on appelle toute la filière agro-business, agro-industrie. Elle est essentielle. Aujourd'hui, en termes d'emploi dans ce pays, ça emploie, de manière formelle ou pas, un nombre mais incroyable. Et quand on dit dans la filière agro-industrielle, il faut y mettre l'aviculture, ce sont les CEDIMA, c'est les NMA, ce sont les paysans, ce sont les gens qui font, c'est le paysan du Djolof, du Baol, ou je ne sais pas de quel autre truc, de Casamance, etc. La riziculture, c'est tout ça qu'il faut mettre, effectivement, les agropoles, c'est tout ça qu'il faut mettre dans cela. Pour le Sénégal, ça peut être effectivement un des piliers de croissance.
Récemment, j'ai vu, en faisant une revue de presse d'ailleurs aujourd'hui pour notre chaîne, que l'un des gens qui vont être les champions de la fraise en Afrique, c'est un jeune Sénégalais, je pense, qui s'appelle Salif Ba. J'ai lu dans la revue de presse aujourd'hui, Salif Ba, qui est parti pratiquement de rien qu'il fait. Dans le melon, on peut le dire, dans les pastèques, dans pas mal de choses, dans les haricots calibrés, la papaye solo qui fait 1,2 kg ou 1 kg, etc., etc. Donc, dans un ensemble de choses, dans un pays où il pleut rarement, mais où les gens ont eu ce savoir-faire, en tout cas, ce n'est pas cette capacité véritablement de créer. Donc, absolument, je pense que ça, c'est une excellente recommandation, aller vers là, où il y a un maximum de gens, c'est un pays fortement rural, et c'est ça qui permet de fixer et d'éviter l'exode. Et quand on fixe les gens et qu'on évite l'exode, on règle en même temps un certain nombre de problèmes par rapport, par exemple, à la violence, la promiscuité dans les villes, etc. Un certain nombre de choses que nous vivons, la pollution, l'environnement, la question du développement durable. Parce que quand on fixe les gens dans les terroirs et qu'il y a des agropoles et que les gens peuvent vivre de ce qu'ils font localement et qu'il y a des entreprises qui s'installent, ça règle beaucoup de problèmes. Le deuxième qui va être le pilier de croissance au Sénégal, c'est tout ce qui tourne autour de l'artisanat avec un grand A. Dans l'artisanat, il y a la culture, c'est pratiquement délibérément, ça c'est des chaussures faites ici, les chaussures que je porte, c'est des chaussures faites au Sénégal. Les mêmes chaussures, vous les achetez chez Salvatore Ferragamo, ça peut coûter 500, 600 euros. Ici, ça coûte 15, 20 000 francs, et ainsi de suite. Donc, il suffit qu'on arrive à faire, à standardiser, à sophistiquer, à organiser davantage les métiers. Vous prenez les gens de Ngaï Mekhe ou autres trucs, etc. Parce que nous le faisons également, je suis membre du Club des investisseurs sénégalais, nous le faisons aussi tous ces temps-ci. Nous avons fait venir pas mal de créateurs, des Djouba Diakhaté, à Bijoussi, qui sont les plus récents. Dans l'artisanat, dans l'habillement, dans le luxe, la montre que je porte, c'est une montre Matfadi. C'est fait par des jeunes Sénégalais, un jeune couple sénégalais qui le font. Et quelqu'un avec qui j'ai discuté récemment qui me dit, bon, on fait toutes ces choses-là, mais on n'a pas une tannerie au Sénégal. La tabaski vient, ça va être des millions de moutons qu'on va, tout ça. On récupère les pots, comment? On va faire des tapis de prière peut-être, quelques-uns vont prendre pour faire quelques tapis pour mettre dans le salon, puis c'est fini. On n'a pas une tannerie. Et tout ce que nous portons, chacun d'entre nous, il n'y a aucun de nos habits à l'heure actuelle que nous portons où le tissu a été fabriqué ici. Alors que nous avons du coton. Donc, tout ce qui touche à l'artisanat, surtout à l'artisanat de luxe. Quelqu'un m'a dit, donc cette personne me disait, mais vous savez, les montres, il me dit, on parle cuir et peau. Il me dit, les peaux de poisson. Il paraît qu'il y a certains poissons, notamment les poissons requins et d'autres poissons, on prend leur peau pour faire des trucs de montres. Et que ces montres peuvent coûter 30 à 40 000 euros, selon le type de poisson qu'on a utilisé, etc. Donc la pisciculture. Donc pour montrer un peu les articulations entre l'agrobusiness, tout ce qui touche au métier de l'artisanat, mais l'artisanat vraiment dans toutes ses déclinaisons. Ça va jusqu'aux accessoires, ça va dans les pagnes, ça va dans tout, c'est le textile, ces choses-là. Je crois qu'effectivement, il faudrait peut-être y ajouter cette composante-là, parce qu'actuellement, ils sont en train également, le gouvernement, de travailler sur une nouvelle stratégie, notamment au niveau artisanal, et c'est accompagné par le cabinet Performance avec Victor Goromdiaye. Donc, je pense que c'est un des actes. Entre ces deux-là, rien que sur ces deux, ce n'est pas la peine de s'éparpiller. Les Allemands, ils sont allés dans l'industrie automobile. Vous parlez des voitures allemandes, les Volkswagen, les BMW, etc. Donc, autour de ça, ils ont créé toute une grappe de développement. Les accessoiristes, une fois que ces gens-là sont venus, les écoles sont venues s'installer, l'habitat a suivi, les gens ont dû avoir des maisons, etc., etc. Autour de ça, on peut créer toute une grappe. Et autour vraiment de trucs de Paul, Diamniadio, Dias, toute cette région-là, moi je vois, qui va d'ailleurs jusqu'à Ndayan, qui part vers Touab Dialao, jusqu'à Mbour, avec le tourisme, etc. Je suis sûr, en ajoutant peut-être, c'est une idée que j'ai trouvé, une cité de la mécanique, en mettant tous les concessionnaires automobiles là-bas, tous les artisans, en ayant des trucs qui peuvent tracter les véhicules qui sont en panne, etc. Nous avons la capacité, je crois, d'offrir des centaines de milliers et de milliers d'emplois aux jeunes, etc. et de tirer vers la croissance. Et d'aller vraiment dans les choses où... Parce que même dans la bijouterie, ça rentre dedans. Vous allez dans les plus grandes bijouteries aujourd'hui en Europe, etc., ou en Belgique, mais c'est des Sénégalais, quand vous allez dans les sous-sols qui sont là, dans les trucs de bijouterie, pas là où on expose, mais c'est eux qui sont là, qui formatent, qui font, qui façonnent, etc. Et effectivement, je pense que c'est une très bonne chose qui a été dite aussi, c'est d'y articuler la formation. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens le font de manière empirique, mais si on arrive, par exemple, quand on dit on fait une taille M, une taille 40, 38, 42, 46, etc., quand je dis que je fais un 46, si on me demande d'en faire 100 000 ou 1 million, je fais 1 million de 46. Et c'est là où les Chinois sont forts.
Ils viennent, ils prennent nos trucs, tout ça. Mais la différence, c'est quoi? Il faut les machines et former les gens. Pas plus le faire de manière empirique. Celui-là, je le fais comme ça. Non, celui-là, il a débordé un peu. Là, c'est un ourlet de je ne sais pas quoi. Non, surfilé, tout est fait selon les règles de l'art. Et les gens le disaient, et c'est curieux. On me dit, on importe des conteneurs de bazin. Il n'y a pas qu'un conteneur de bazin, c'est entre 400 et 500 millions de francs. Moi, j'ai failli tomber des nues. Combien de conteneurs? On me dit aujourd'hui, les babouches, on achète pendant un truc, on achète à peu près pour une valeur de 4 milliards de babouches qui viennent par an, qui viennent du Maroc. Une usine, j'ai demandé. Une tannerie, c'est à peu près le même prix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter ailleurs, mais c'est vraiment, ça montre un peu les opportunités et de manière concrète comment on résout les problèmes. Parce qu'au-delà des questions de politique, tout ça, quand on règle ces questions-là, mais on règle nos questions individuelles, parce que d'habitude, on est là, c'est un salaire qui est là pour 20, 30, 40 personnes. Tout le monde dépend de toi. On est là, on est des donneurs. Plutôt que de donner, il faut que tout le monde ait. Et c'est ça le truc de partage. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faut peut-être intégrer. Ensuite, donc dans ce que j'appelle le cadre, consolider les acquis de cadre juridique, c'est là où on met les secteurs public national, les assouplissements, les clauses de renégociation, toutes les choses que Hassan tu as pu mettre en place. Et je pense également qu'il faudrait peut-être, l'une des composantes, c'est de dire, une fois qu'on atteint la compétitivité, qu'on a la croissance, c'est ça qui permet d'avoir la prospérité partagée. Et dans la prospérité partagée, c'est là où on met la santé, l'éducation, les distractions, la culture, le bien-être, le mieux-être, etc. Donc, toutes ces choses rentrent dans cette catégorie-là. Et le tout inscrit dans une perspective de développement durable, mais qui intègre également, et ça, je pense, ça a été dit, le défi numérique sous toute cette composante. C'est vrai, ce sont les applications sur toutes ces choses-là. Jamais dans une période comme ça, en matière d'application de santé, pendant le Covid, il y a eu en Afrique mais des milliers d'applications et des choses qui ont été inventées, qui ont été faites. Mais au-delà de ça, je pense aussi, ça se fait avec notre ami, je pense, Barou, l'ADI. Il faut aller, avec les innovations aussi qui ont été faites récemment au niveau de Diamniadio, au niveau numérique, il faut aller encore un peu plus loin. Il faut que tout le foncier et le fichier civil puissent également être numérisés. Qu'on n'ait plus besoin qu'on peut, à partir de son application, avec des codes, des accès, etc., avoir tous les papiers qu'on a besoin. On est à Tambacounda, on est à, je ne sais pas quoi, Urusogi, on a besoin de tel truc, on a sur la plateforme, on a son code, les vérifications sont faites, on vérifie, ou avec même avec un téléopérateur, et vous avez votre document signé que vous pouvez avoir au bout de 10-15 minutes, etc. Donc je pense que ce sont des choses aujourd'hui qui sont faciles. Et le Sénégal a justement cette capacité d'avoir beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Et également, c'est ça qui permet d'avoir ce développement humain sous toutes ces composantes qui prend en charge un certain nombre de choses, notamment la jeunesse, l'enfance déshéritée, les handicapés qu'il faut également prendre en compte, les DARA qu'il faut moderniser, la question de l'éducation de manière globale, la formation professionnelle. Voilà un peu moi ce que je voudrais. Donc peut-être, j'aurais dû peut-être vous laisser commencer tout ça, mais c'est tellement, sur la lancée là, c'est tellement inspirant que je me suis dit, bon, il faut peut-être qu'on aille dans ce sens. Mais je crois, et Hassan, et tu as raison, je pense qu'il faut également que l'on présente les choses de manière différente et même par rapport au président, même s'il dit, voilà, on va s'endetter tout ça, il dit, d'accord, tout est possible. La seule question c'est que tout ce que l'on fait, si c'est dans l'intérêt du pays, s'il faut s'endetter, il y a des pays qui sont beaucoup plus endettés que nous. S'il faut s'endetter pour faire des tanneries, s'il faut s'endetter pour faire fichier numérique, s'il faut s'endetter parce qu'on sait que quand on va régler la question des agropoles, c'est 500-600 000 emplois qu'on va créer. Mais eh bien, on va s'endetter parce qu'on aura la capacité de rembourser. Je pense que c'est sous cet angle-là, en lui présentant, sous cet angle-là, que ça, voilà. Créer un aéroport, mais c'est bien et c'est extraordinaire. Mais ce qu'on ne peut pas évaluer, les externalités. Aujourd'hui, prenez exactement l'aéroport de Blaise Diagne. Mais est-ce qu'on connaissait Ndiass? Mais c'était un terrain vierge. Aujourd'hui, les gens se battent pour avoir effectivement un lopin de terre. De grands hôtels, effectivement, vous seront construits, etc., etc. Mais Diamniadio, les externalités sont d'une dimension extraordinaire. Et c'est ça qu'on attend effectivement de l'endettement. Ça veut dire qu'avec l'endettement, on doit financer des projets stratégiques qui permettent à la fois de tirer les autres secteurs, que ce soit le capital humain, que ce soit effectivement même le secteur artisanal. C'est ça en fait ce que vous avez expliqué.
Voilà, donc ça aussi, c'est pour rapidement entrer dans l'article portant sur la gestion de la dette et le coût de l'endettement. Ce qui est difficile chez nous, c'est le coût de l'endettement. Les autres empruntent à des taux négatifs, nous, on emprunte à des taux positifs et élevés. Et au moment où, après la crise, les pays développés vont entrer dans des taux positifs, nous, nos taux qui étaient variables au départ seront encore deux fois plus élevés. Donc, ce qui veut dire que ça va continuer à alourdir le service de la dette. Et est-ce qu'on a le budget nécessaire, les reins solides pour pouvoir faire face à tout ça? C'est ce qu'on voulait expliquer effectivement dans l'article sur la gestion de la dette. Troisième article sur l'adaptabilité des entreprises. Mais c'est important au moins de voir comment les entreprises sénégalaises ont fait face à cette crise. D'abord, l'État du Sénégal a mis en place des mesures, et ces mesures ont été respectées par les entreprises. Et en plus aussi, il y a ce mimétisme, parce que les petites entreprises, regardez ce que les grandes entreprises se comportaient. Et ça aussi, c'est important. C'est pour cela qu'on a abordé l'économie institutionnelle. Comment les institutions parviennent effectivement à travailler ensemble, à tirer, au moins à profiter des retours d'expérience des autres. C'est un article qui imposait de faire au moins des enquêtes, d'aller visiter, discuter avec les entreprises pour voir réellement effectivement l'aspect. Aujourd'hui, on m'a invité en tant que secrétaire général de l'Observatoire pétrole, gaz, mine. Je suis venu juste pour écouter, parce que c'est un cadre citoyen qui regroupe des professeurs d'université, des experts dans différents domaines qui ont créé le cadre et reconnu par l'État du Sénégal. On travaille avec des experts qui sont dans beaucoup de domaines. Bon, j'ai dit qu'aujourd'hui, notre système actuel ne peut plus perdurer. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Dieu nous a un peu quand même, disons, couverts par sa miséricorde, mais on a vu les pays les plus, dotés d'infrastructures sanitaires qui ont eu quand même une situation sanitaire catastrophique avec la pandémie. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. Aujourd'hui, cette situation aujourd'hui transposée au Sénégal, donc qu'allons-nous faire par rapport à cette situation? D'abord, nous avons des déficits d'infrastructures sanitaires. Nous avons aussi défaut d'informations sanitaires qui posent problème au Sénégal. On n'a aucune lisibilité par rapport à notre système d'information. Pour moi, c'est le b.a.-ba d'une bonne politique sanitaire. C'est-à-dire comment doter chaque Sénégalais d'une carte médicale. Parce que les gens, il y a la CMU, la couverture maladie universelle, mais pour moi, c'est une politique parcellaire. C'est une infime partie par rapport à la gestion globale de notre système de santé. C'est-à-dire, aujourd'hui, chaque Sénégalais a une carte d'identité nationale, chaque Sénégalais doit pouvoir avoir une carte vitale, une carte médicale. Et cette carte médicale va permettre effectivement d'avoir une lisibilité sur vos antécédents sanitaires, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Cette carte pourrait permettre effectivement, connectée dans une machine, vous faites un rendez-vous chez le médecin utilise la carte, quand il met la carte, il a connaissance déjà de votre référence de sang, votre système de sang, vos antécédents. Ça permet aussi non seulement d'aller vite dans le traitement du patient, mais aussi c'est une question de sécurité médicale. Parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus responsabiliser les professionnels de santé. Parce que des erreurs médicales, quand même, ça commence à être inquiétant au Sénégal. La mise en œuvre de cette carte doit être financée par les compagnies d'assurance santé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont un intérêt à ce qu'il y ait ce genre de système d'information. Donc, ce système d'information va être mis en œuvre. En plus, on va l'adosser par rapport à un système d'information générale de l'État. Donc, l'État
va organiser le secteur à telle enseigne que tous les professionnels, aujourd'hui, le secteur a été organisé sous forme des IPM, concernant le secteur privé. Ils sont des IPM, avec un certain nombre de conditions. Mais du secteur de l'État aussi, il y a l'assurance de l'État. Mais tout le monde sait que c'est un secteur qui ne couvre pas 100%. Il faut créer peut-être des mutuelles de santé complémentaires. Aujourd'hui, c'est un secteur complètement flou qu'il faut réorganiser. En quoi faisant? En libéralisant, vous l'avez évoqué, en libéralisant le secteur pour permettre effectivement un système libéralisé, un secteur privé, secteur informel, sous, comment dirais-je, l'accompagnement de l'État. L'État, aujourd'hui, doit pouvoir mettre un système qui va reposer sur la solidarité des Sénégalais. C'est-à-dire que ceux qui sont en activité, leur entreprise fait de cotisations pour leur compte. Ceux qui sont dans le chômage, l'État, quand même, par un système de solidarité, qui va être, ce système de solidarité va être financé par, effectivement, le système de cotisation obligatoire. Chaque Sénégalais doit pouvoir dire que, par exemple, chaque année, j'ai 20 000 francs, 25 000 francs de cotisation pour mon assurance santé. Donc, si on le fait pour tous 15 millions de Sénégalais, on aura suffisamment de ressources. Cette ressource va permettre non seulement donc, de dégager des budgets pour le fonctionnement, certains fonctionnements des hôpitaux, parce que tout le monde sait que les hôpitaux ont d'énormes difficultés. Et aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de constater, c'est que l'État ne peut plus continuer dans cette trajectoire. La santé coûte cher, les budgets aujourd'hui de l'État sont extrêmement serrés. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est à des taux d'endettement extraordinaires. Et que, comme l'a dit Mme Thierno tout à l'heure, avec les PPP, c'est comme si c'est une sorte de mirage qu'on nous montre. Mais l'endettement réel n'est pas comptabilisé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, les PPP ne sont pas mis sur la comptabilité nationale. Donc aujourd'hui, on te dit les critères de convergence, c'est moins de 70%, mais j'en suis sûr qu'on l'a dépassé depuis longtemps. Moi, je vais rebondir sur M. Babou, Maître Babou, par rapport à côté santé. Parce que j'ai eu le malheur d'avoir le Covid, j'ai eu le Covid-19. Et comme il vient de le dire, avec la santé, tout a échoué. C'est ça que je peux dire, c'est le côté sanitaire. Parce que je n'ai pas eu de suivi, j'étais chez moi, je n'ai pas vu de docteur, j'ai vu personne au fait, par rapport à ça. Et je pense que quand on appelle une personne pour lui dire que cette personne-là a le Covid, elle doit être accompagnée. On n'appelle pas la personne seulement pour lui dire « Allô, oui, madame, monsieur », en hésitant, pour lui dire que vous avez le Covid et on vous demande d'acheter des médicaments, comme ça, tranquillement. Et vous avez quoi? Vous prenez quoi? Depuis que vous êtes malade, bon, je prends ça, je prends ça, je prends ça. C'est un dimanche, en plus. Ils me disent, vous allez à la pharmacie, vous envoyez quelqu'un, vous allez rajouter un petit médicament. Vous voulez qu'on vous hospitalise? Je dis non, du moment que j'habite seul, je peux rester chez moi. On passera vous voir, ok. Je suis là, 8 jours, 10 jours, 11, 12, toujours avec mes antibiotiques. Bon, je les ai rappelés. J'ai demandé au monsieur, la même personne qui m'avait appelé, pour lui dire que depuis lors je ne vous ai pas vu, comment ça se passe? Il me dit que vous êtes la 1000e personne qui fait une réclamation. J'appelle mon docteur pour lui dire que depuis là je prends les antibiotiques. Il me dit, ah bon, il faut arrêter parce que les antibiotiques, on ne doit pas les prendre assez du truc. Je lui dis que moi, depuis qu'on m'a dit, on ne vous a même pas donné de numéro. Je lui dis non. Déjà, je dois sortir. Si je ne suis pas véhiculé, je vais prendre le taxi. Si je n'ai pas le prix du taxi, je prends le car rapide. Et là, je vais contaminer tout le monde. Et pour vous dire ce que j'ai vu dans ce Covid-là, moi, je suis toujours sensibilisée. Ce que j'ai vécu avec le Covid, et je sais que beaucoup de Sénégalais ont vécu ça. Je vais à l'hôpital Fann pour me faire tester. J'y trouve une dame qui vient se faire tester. Elle a un bébé, elle est venue 3 fois de suite. Quand elle vient, elle prend le car rapide. C'est elle qui me l'a dit, hein. Elle vient, on lui dit qu'elle est positive, elle rentre chez elle dans le car rapide. Il y a combien de gens dans le car rapide ou dans le Tata? Elle revient une semaine après pour se faire retester encore. Elle vient avec le car rapide, elle rentre avec le car rapide.
Il y a combien de gens dans ce cas rapide-là? Elle revient une troisième fois parce que son traitement était assez difficile parce qu'elle avait un bébé. Et il y a des comprimés qu'elle ne peut pas prendre en ayant un bébé. Une autre dame, infirmière, qui est là-bas, elle me dit que j'habite dans un quartier où une femme est venue se tester 4 fois. Elle a toujours été positive. Et chaque fois quand je vais au marché, je la rencontre. Elle ne peut pas la dénoncer parce que, je ne sais pas, son statut ne le permet pas. Ce qu'elle fait, elle prend ses enfants, elle les demande de ne pas aller chez cette voisine-là. Alors qu'elle est venue à l'hôpital Fann où la dame là... Alors, où se trouve le problème? Moi, je vais à l'hôpital Fann, je gare ma voiture, on me demande de faire... on va me faire le truc là. J'ai le Covid, hein, je rentre à l'hôpital Fann, ils me font et ils me disent que vous n'avez rien. À quoi on joue? Et quelque chose que j'ai vécu. C'est pas on m'a raconté, c'est pas du on m'a dit. C'est ce que j'ai vécu personnellement et que j'ai vu. Une femme, une dame qui a qui vend le tchaf à langue de chez, je sais pas, de chez Monsieur Diop. Elle va à l'hôpital, on lui dit qu'elle a le Covid. 2 jours, elle ne voit personne. 3 jours, elle ne voit personne. Elle n'a pas de bonne, elle n'a personne. Elle va à la boutique et le lendemain, 2 jours après, elle va... Moi, à part mon analyse personnelle, hein, elle va recommencer à vendre son quartier tchaf ou son fondé ou son tchéré. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Les ordonnances sont chères. Parce qu'il y a des médicaments, tu les achètes chaque 3 jours. Moi, je peux le faire peut-être. Ou je peux avoir de l'aide. Mais une autre personne, le Sénégalais lambda. Voilà, c'est une catastrophe en fait, le Covid. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Où je vais rebondir encore, c'est sur ce que vous avez dit sur le Sénégalais, son travail par rapport à l'artisanat et tout et tout. Je me dis aussi au Sénégal, moi, la Sénégalaise ou le Sénégalais, si je ne change pas mon comportement, avec tout ce qu'on va emmener ici, dans ce pays-là, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Je voudrais bien que dans tout ce que vous dites ici, c'est vraiment intéressant, ça a été vraiment pertinent. Mais il faut aussi ajouter que le Sénégalais normal, le Sénégalais lambda, s'il ne change pas de comportement, avec le meilleur président du Sénégal, avec toutes des milliards, des millions, on n'aura pas ce qu'on veut. Le Sénégal sera toujours le Sénégal d'aujourd'hui. Le tailleur dont vous parlez, il fait un boubou. Le boubou qu'il fait, c'est beau, hein? Mais tu regardes dedans, il n'y a pas de finition. Il y aura toujours un problème dans ce que le Sénégalais fait. Règle beau, gisnak, amna exception. Mais je dis que dans tout ce que le Sénégalais fait, il n'y a jamais de finition. Nous saluons l'initiative, hein, comme tout au début. Et les idées qui sont sorties par là aussi montrent que nous avons vraiment pris donc, la bonne voie. Lorsque j'ai entendu tout le discours, en tout cas, ou toutes les belles idées qui ont été émises ici par M. Silla, je me suis dit que, franchement, au Sénégal, nous n'avons pas le droit de parler de problème d'emploi. Tout ce que nous devons faire, c'est chercher des financements, former les gens et surtout se mettre au travail. Voilà, il n'y a que ça qui nous manque parce qu'en réalité, on peut toujours tenir des discours, mais tant qu'on ne se met pas au travail, les problèmes ne seront pas réglés. Et les idées ne manquent pas. Donc les initiatives sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? Essayer vraiment de chercher toujours à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que ça devait être donc la grande bataille. Qu'il s'agisse des articles qui ont été ici évoqués par le très pertinent Mme Tcherno, voilà, les PPP, l'entraînement encore, vraiment donc l'adaptabilité des entreprises face à cette situation de pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui devraient vraiment intéresser donc, les autorités. Et que je pense que lorsque les gens se serviront donc, de ces résultats, il n'y a pas de raison que les choses ne bougent pas. Maître Babou également qui a abordé le système de santé, vraiment c'est ce qui est d'actualité avec cette pandémie. Voilà, tout ce que Mme Sow a dit, je le partage parfaitement. Et il y a autre chose encore, si vous écoutez les Warsakhala tous les jours, chaque fois il y a des révélations, aussi vraiment déplorables donc les unes des autres. Et c'est pourquoi parfois même en entendant les acteurs de la santé, eux-mêmes vous diront que leurs hôpitaux sont plus malades que leurs malades. Cela veut tout dire.
Ça veut tout dire. Et cette pandémie, en tout cas, a montré encore beaucoup de failles et qu'il faudrait rapidement quand même essayer de régler. Il y a une semaine de cela, j'ai vu ma fille qui a porté une bague là. Finalement, on voit que lorsque vers minuit comme ça, elle regarde, le doigt enflé un peu. Il a dit, ah non, ça c'est pas sûr. Elle cherche à l'enlever, on n'arrivait pas à dire, bon, je l'amène. La place est plus sûre. Je me rends à Chifa, les gens essayent, non, on n'arrive pas, il faut aller à Albert Royer, mieux encore. Ça, c'est minuit. Je suis resté à Albert Royer presque 1h30 ou 2h30. J'ai dit au gars que si c'était en plein jour, là, chez le bijoutier, c'est 10 secondes, hein, il l'enlève. Donc, presque de 0h à 3h du matin pour enlever une bague. Au XXIe siècle au Sénégal. Et on est à Dakar. Voilà, c'est pathétique. C'est pathétique. Tout cela montre encore une fois qu'il faudrait vraiment continuer donc à investir en tout cas dans la performance. Ça, c'est extrêmement important, dans la performance, dans la qualité. Tout à l'heure, on l'avait entendu donc, dans le discours de Mme Sow, ce qui rejoint encore ce que disait M. Silla tout au début avec l'artisanat. Parce que le problème, souvent chez nos artisans, c'est vraiment ce qu'on appelle la compétitivité. Voilà, parce que tant qu'on ne mise pas sur la qualité, on ne peut pas être compétitif. Parce qu'on a l'habitude de dire, le consommateur de manière générale, ce qui l'intéresse, c'est sa satisfaction personnelle. Voilà, ça veut dire que les autorités peuvent investir pour accompagner les entrepreneurs, les artisans, mais il faudrait que ces gens-là aussi acceptent de se faire former, acceptent d'améliorer ce qu'ils font. Ce qui fait qu'ils seront en mesure de compétir avec les autres. Voilà, sinon, le consommateur, s'il arrive, il n'est pas satisfait, il ne pourra pas revenir. Alors qu'en réalité, on est censé quand même plaider pour la préférence nationale. Mais comme les ressources sont limitées, on ne peut pas venir gaspiller, dépenser quelque chose dont on est sûr que si on avait mis l'argent ailleurs, peut-être le bien serait encore beaucoup, donc mieux utilisé en tout cas à d'autres fins. Donc vraiment, ce problème de formation se pose. Surtout avec nos artisans, ça se pose vraiment. À chaque fois que vous traitez avec certains, souvent, ils pensent toujours, en tout cas, à vous faire revenir ou, entre guillemets, à vous rouler dans la farine. C'est tellement ancré dans nos consciences que même lorsque vous discutez avec quelqu'un, que ce soit les collègues, que ce soit les parents ou encore les amis dans le quartier, pour se demander est-ce que tu as déjà une maison ou est-ce que tu es en train de construire, qu'est-ce qu'on dit, est-ce que Kolong ak maçon. Oui, pour montrer que c'est difficile de se faire construire une maison sans pourtant avoir de problèmes avec ces gens-là. Et c'est partout pareil. Vous allez chez les mécaniciens, vous allez chez les partout. C'est pourquoi vraiment nous pensons très sincèrement qu'il faudrait, en dehors du financement, penser aussi donc à l'accompagnement. Donc la formation, c'est extrêmement important. Tout ça aussi quand même, ce qu'on appelle dans cet esprit-là, de pouvoir faire avancer les choses. Parce que le Sénégal doit avancer. Qu'est-ce qui nous manque? En tout cas, ce ne sont plus les idées, la matière grise est là. Donc pour moi, c'est une question de volonté politique. Il faudrait que les pouvoirs publics eux-mêmes cherchent à faire bouger les choses et accompagner tous les acteurs qui sont donc, voilà, dans le milieu. Voilà. Encore une fois, toutes mes félicitations à Maître et au président Silla. Et aujourd'hui, on sent nettement que ce que le Sénégal n'a pas réussi à mettre en valeur, c'est l'intelligence économique. Voilà, l'intelligence économique, mais sincèrement, pose un gros problème au Sénégal. Parce que ça, c'est une affaire d'État. C'est l'État qui doit mettre en place des plateformes de veille, des plateformes d'influence. La Corée du Sud, dont vous avez effectivement pris comme exemple. Au départ, il n'y avait que les Américains qui avaient effectivement les industries. Mais c'est l'État qui a pris en place, qui a mis ce qu'on appelle une politique structurelle purement axée sur l'industrialisation de la Corée. Parce qu'ils se sont dit que si on industrialise ce pays, cela permettra effectivement, cela va tirer les autres secteurs effectivement à se développer. Ils ont copié sur les Américains. Aujourd'hui, ils ont mis en place Samsung. Et Samsung ne se limite pas sur l'électroménager. Même les voitures Toyota, leurs moteurs sont fabriqués par Samsung Motors. Ils ont réussi à développer, comment dirais-je, Kia, Hyundai, LG. Donc, les plus grandes entreprises reconnues mondialement, qui font des chiffres d'affaires, mais qui peuvent couvrir quand même
le budget de plus de 40 pays d'Afrique pour une seule entreprise. Mais ça, c'est une vision. Ça veut dire que, malheureusement, au Sénégal, c'est le ministère qu'on a confié à des personnes, mais on se pose même des questions. Le ministère de l'Industrie devait être effectivement parmi les ministères régaliens. C'est là qu'on doit poser, effectivement, avoir une réelle vision dans 10 ans, dans 15 ans, où l'industrie sénégalaise, effectivement, doit au moins se positionner pour être compétitif. Le Maroc l'a fait. Aujourd'hui, on souffre, il y a ce qu'on appelle ce problème de compétence. C'est pourquoi les grandes entreprises multinationales ne viennent pas au Sénégal. Pourquoi? Ils se limitent au Maroc. Les compétences numériques, les compétences techniques, mécaniques, et les Sénégalais. Mais Renault, pourquoi Renault n'est pas venu au Sénégal? A préféré effectivement lester au Maroc, Turquie, pour développer effectivement la marque Dacia. Pourquoi au Sénégal? C'est parce qu'il y a un problème de compétences. Et ça, c'est réel. Le Sénégal a réussi à former des médecins, à former effectivement des banquiers. Mais ça, c'est des services. Voilà. Mais ce dont on a besoin, c'est en fait la technologie. C'est l'ensemble de cette dimension mécanique. On en a besoin de créer nos propres moteurs, de créer nos propres véhicules, de créer nos propres machines, nos propres tracteurs. Mais c'est ça en fait qui fait effectivement la valeur effectivement du développement effectivement du Sénégal. Aujourd'hui, on doit prendre les devants. Bon, heureusement, le Sénégal avait pris un certain nombre de mesures concernant donc le secteur numérique. On avait mis en place un ministère chargé donc du développement numérique. Le Sénégal aujourd'hui, depuis même les années 78, je me rappelle, les premiers câbles sous-marins ont été construits sous Alassane Ndiaye, vous vous rappelez. Donc on était véritablement en avance sur le secteur numérique télécommunications. Presque, on peut dire, dans la sous-région, on a été les premiers. Donc avec la création de la Sonatel, etc. etc. Aujourd'hui, on a le fibre optique donc, qui est présent partout au Sénégal. On a aussi d'autres infrastructures numériques disponibles. Maintenant, le problème, c'est comment partir d'un point A pour aller à un point B. Donc, on sait que l'administration aujourd'hui n'est pas suffisamment équipée en termes d'infrastructures numériques. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal serait prêt pour faire face à ce genre de situation? Je ne parle même pas du secteur privé, mais du secteur public déjà, il y avait un certain nombre de difficultés. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu attirer l'attention par rapport à cet article que nous devons quand même redynamiser le secteur numérique parce que non seulement c'est un secteur facteur de croissance, et c'est aussi un secteur qui permet effectivement de lutter contre la pandémie, même si aujourd'hui la situation est maîtrisable. Mais si on se projette dans l'avenir, on sait qu'aujourd'hui, s'il y a un confinement général, il n'y a que le numérique qui pourrait permettre effectivement de faire tourner la machine. Début du mois de septembre, on va commencer, n'est-ce pas, à publier le premier numéro et le premier volume. Voilà, cela permettra effectivement d'être reconnu parce que la direction de communication va tout faire pour que cette revue puisse être indexée. Donc l'indexation de la revue permettra effectivement aux articles que ces articles puissent être consultés partout dans le monde. Et ça au moins va se développer l'influence et même la réputation même des EAD. Faire connaître effectivement l'ensemble des experts dans le monde entier. Et ça, c'est le challenge effectivement de la direction de publication. Voilà. Donc, le premier numéro de notre revue, donc la revue scientifique des EAD, sera publié au mois d'octobre. Et le deuxième numéro, juste le mois de janvier de l'année 2022. Et enfin, c'est à partir du mois de décembre, on va organiser des séminaires internationaux sur plusieurs domaines. Et ça,
chaque mois, au moins, un séminaire organisé par les EAD sur des thématiques bien déterminées. Et ça, on en a besoin parce que ça nous permettra aussi de pouvoir assurer nos besoins même en fonds de roulement, au moins alimenter la trésorerie. Et aussi la recherche des ressources financières. D'ailleurs même, c'est la prouesse que Maître Babou a réussi à intégrer le volet scientifique effectivement dans le récépissé. Et ça c'est important parce que à partir de ces ressources financières, nous pourrons faire face à l'ensemble des besoins d'investissement nécessaires, mais aussi de pouvoir faire face aux dépôts et cautionnements et assurer un fonds de roulement qui pourra au moins tenir les EAD pendant plusieurs mois. Donc, globalement, c'est ça, effectivement, les différents axes court-termistes des EAD. Merci beaucoup. Donc, je pense que l'exercice qui a été fait est vraiment un exercice utile. Il faudrait peut-être, à partir des gens qui sont là, avoir les mails des uns et des autres, partager des trucs par WhatsApp, enrichir les trucs, se partager déjà les textes, rien que d'abord en commençant par les gens qui étaient là, l'enrichir jusqu'à arriver vraiment à une mouture finale consolidée qu'on peut synthétiser peut-être après en une version sur même PowerPoint sur deux pages comme ça, qui pourrait à l'occasion, si nous avons l'opportunité de rencontrer le chef de l'État et ces trucs, de le présenter et de le dire de la manière dont on l'a dit ici. Effectivement, je pense avec les gens qui étaient là ici aujourd'hui aussi, si c'est tout dans cette configuration-là, que tout le monde puisse y aller, que les gens puissent y aller, sous la conduite également de notre président Babou, que je félicite, qui se bat, etc. Et c'est ça aussi qui est difficile, quoi. On le comprend. Bon, aujourd'hui, on a des absents, tout ça, ils sont excusés. On sait qu'il y a eu des retards parce que les gens avaient aussi leur agenda, c'est la fin du mois, la Tabaski et tout. Mais je pense que véritablement, il faut que nous ayons cet esprit-là de continuité, de constance, pour bâtir un peu l'édifice que nous voulons bâtir, parce que tout cela, nous le faisons, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes ici dans l'immédiat, mais c'est pour nos enfants, c'est pour les générations futures. Et je pense qu'effectivement, nous avons suffisamment de capacités, d'intelligence qui nous permettent donc d'y arriver. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, et merci pour l'honneur qui m'est fait d'avoir présidé un peu cette séance.